Bienvenue sur Radio Fréquence. Aujourd'hui, je reçois pour inviter le comité de mobilisation de l'ENS Cachan contre la loi Vidal. Donc, nous allons parler de la loi ORE, la loi Vidal, et notamment de Parcoursup et de la mobilisation en cours contre cette loi-là et les mesures prises par le gouvernement pour la réforme concernant les étudiants. La loi ORE a plusieurs mesures. Donc, la plus connue et celle qui est la plus retentissante concerne Parcoursup, qui est la nouvelle méthode d'orientation post-bac, donc qui succède à admission post-bac. La différence majeure entre Parcoursup et APB est que il y a des classements qui sont effectués par les universités, même dans les filières non sélectives, et ce qui est remis en cause car considéré comme de la sélection par les opposants à la loi. Il y a aussi l'apparition de l'option oui-si, l'acceptation des filières. Oui-si, donc, qui consiste à accepter l'entrée dans une certaine filière sous condition de valider certains acquis, par exemple de faire une année de préparation, de remise à niveau, ou peut-être d'autres choses, avant donc d'accéder à la filière de son choix. Voilà, donc ce sont les principales mesures qui font débat. Oui, il y a d'autres mesures, bien sûr, concernant les financements des universités. Donc nous allons en parler pendant cette émission. Donc je me dirige vers mes invités. Quelle vision avez-vous de cette loi? Et vraiment, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec la loi ORE, la loi Vidal? Alors, la loi ORE, comme tu l'as dit, ce qui fait le plus débat, c'est le changement de modalité d'intégration de l'enseignement supérieur, donc avec la mise en place de Parcoursup. Parcoursup, on a entendu beaucoup parler ces derniers temps, parce qu'il y a eu la première phase d'admission sur Parcoursup qui a eu lieu mardi, si je ne me trompe pas, mardi dernier, le 22 mai. Où on a appris que sur les 800 000 candidats, si je ne dis pas de bêtises, il y en avait 400 000 qui n'avaient aucun vœu de valider. Donc ils étaient soit en attente, soit refusés partout. Donc, et en sachant que les 400 000 qui restent, ça voulait dire qu'ils avaient un vœu au minimum sur les 10 qui est accepté. Donc ça pouvait être uniquement un vœu de secours et tout. Donc ça veut dire que concrètement le nombre de lycéens qui étaient satisfaits était extrêmement peu. Je crois que ceux qui ont validé définitivement leur vœu, ils étaient 10%, un truc dans le genre. Ça veut dire que tous les autres avaient eu que des vœux de secours et attendaient un vœu meilleur. Donc du coup on en parle beaucoup parce que ce qu'il y a derrière ce changement de modalité d'intégration dans l'enseignement supérieur, c'est en particulier au niveau de la fac. Avant, le bac était la garantie d'accès aux études supérieures. Maintenant, c'est plus le cas. Le fait d'avoir le bac ne garantit pas d'accéder à la fac. Maintenant, les facs ont le droit de regarder les dossiers des candidats qui deviennent donc des candidats. Ils opèrent un classement qui communique à Parcoursup, et Parcoursup, à partir de ce classement, a des algorithmes compliqués qui font que les candidats sont ou non attribués à des facs, quoi. Donc ce qui permet encore à peu près de dire au gouvernement qu'il y aurait soi-disant pas de sélection, c'est que les facs, sauf nombreuses exceptions, n'ont pas le droit de répondre non à un étudiant. Elles font juste un classement, donc ça veut dire que vous n'avez pas de nom, vous êtes juste en attente 30 millième sur une liste où au final il n'y a que 1000 personnes qui seront prises, quoi. Donc vous vous retrouvez encore en attente mi-septembre, et puis là on vous apprend que voilà, vous êtes en attente, mais la liste d'attente elle ne remontera plus, quoi. Donc ce qui veut dire que vous êtes refusé, sauf qu'en plus vous avez passé tout l'été à vous réveiller tous les matins à regarder si vous aviez un résultat sur Parcoursup. Donc on imagine qu'ils vont passer un très très bon été, surtout en ce qui concerne en plus ils vont devoir chercher un logement et tout, donc je crois que c'est la semaine prochaine que leurs vœux pour les logements Crous sont clos, donc on ne sait pas trop comment ils vont faire. Donc on sait qu'ils vont beaucoup s'amuser. Pour APB, une semaine, pas Parcoursup, une semaine est passée. Il y a eu, apparemment, il y a eu des évolutions quand même. Bon, ça avance très doucement. Donc la différence avec APB, d'après ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus lent, quoi. Alors qu'avec APB, c'était des grandes vagues. Donc où il y avait beaucoup de gens qui avaient une nouvelle réponse à chaque vague successive. Là, c'est vraiment petit à petit et on est dans l'incertitude. Mais est-ce qu'on peut dire fondamentalement que le système est moins bon que celui d'APB?
Ah oui, clairement. Alors, cette histoire de lenteur de Parcoursup, du coup, c'est dû au fait en fait que les vœux sont pas classés. Les lycéens, ils ont 10 vœux, les vœux sont pas classés, donc forcément, c'est tous les 2 jours, tous les 3 jours que les listes se renouvellent parce que ceux qui ont les meilleurs dossiers, ils ont tous leurs vœux validés. Donc en fait, au lieu de prendre une place, ils prennent 10 places. Alors que sur APB, quand vous validiez un vœu, vous étiez automatiquement démissionnaire de tous les vœux suivants. Ça c'est un algorithme qui est très très mal pensé. En fait, ça permet de mettre en évidence une chose, c'est qu'avec APB, c'était pas l'algorithme qui était mauvais. L'algorithme d'APB il était très bien. Il y avait quand même du tirage au sort apparemment. Alors, justement, le problème avec APB, c'était pas l'algorithme, en fait, c'était les moyens qu'il y avait derrière. C'était que à l'université, on n'a pas mis assez de moyens pour construire les facs qui étaient nécessaires pour accueillir tous ceux qui voulaient faire des études, quoi, parce que forcément, il y avait de plus en plus de monde à cause du baby boom des années 2000, etc. Et donc ça n'a pas été anticipé. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place du coup une sélection. Et le vrai problème, il est là. En fait, avec Parcoursup, c'est pas tant le problème de l'algorithme qui est mal pensé que le fait qu'on va mettre en place de la sélection. Et donc qu'on va continuer à ne pas augmenter les places, puisque maintenant les facs, elles pourront prendre entre guillemets les meilleurs dossiers, ceux qui viennent des meilleurs lycées en tout cas. Et donc elles n'auront plus aucun intérêt à augmenter leur nombre de places. Après, il y a quelque chose de bizarre aussi, c'est que ces derniers jours, on a aussi entendu des revendications, alors des mécontentements, de la part même des grands lycées. Donc on s'en rend compte qu'il y a quand même un problème, parce que s'il y a la sélection, il y a des classements de la sélection, est-ce qu'elle n'est pas mal faite ou mal pensée, même si on voulait aller dans la direction de ce que veut le gouvernement? En fait, si on regarde la sélection, elle a été instituée parce qu'il y avait un manque de budget. Et donc, à un moment donné, les places sont budgétées et on arrête de prendre les gens sur un critère. Le critère qui est donné par le gouvernement, c'est le mérite. Sauf que quand on regarde en fait comment Parcoursup fonctionne, comment les facs sélectionnent les dossiers, on va mettre des coefficients sur les lycées en fonction d'a priori totalement subjectifs. Donc on va sélectionner sur la géographie. Donc on va regarder les notes de maths pour connaître l'esprit logique d'un étudiant qui voudra faire du droit. On va demander un BAFA qui coûte 1 000 € pour des étudiants des bacheliers qui veulent aller en STAPS. C'est pas forcément à la portée de tout le monde. Les lettres de motivation qui sont demandées vont souvent être écrites par les parents. Donc en fonction de l'origine sociale que vous avez, vous n'aurez pas du tout le même dossier. Et ça se verra très fortement. Et en fait, comme on le disait tout à l'heure, il y a les vœux ne sont pas classés et on n'est pas considéré comme démissionnaire quand on a un vœu d'accepter. Ce qui fait qu'en fait, il y a eu à peu près 8 millions de vœux en fait, pour environ 800 000 bacheliers. Ce qui fait qu'à Paris 1, on peut, dans certains UFR, avoir plus de 20 000 demandes en fait, pour une filière. Et donc ça demanderait de sélectionner les gens en les répartissant au dixième de point près. Ce qui est en fait absolument illogique et qui ne permet pas de présager de la réussite des étudiants. Et l'autre raison pour laquelle on se mobilise contre cette loi, c'est que en fait, effectivement, Parcoursup ne met pas de nom, mais jusqu'à la rentrée. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait des lycéens qui, pendant toutes les vacances, vont attendre leurs propositions, vont avoir 3 puis 1 jour à partir, il me semble, de fin juin pour répondre. 2 jours à partir de fin juin et 1 jour à partir de septembre. D'accord. Et en fait, le nombre de places à l'université n'a pas assez augmenté par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on avait déjà des filières en tension, on avait déjà des lycéens qui étaient refusés, et on attend 29 000 étudiants, en fait, ils ne le seront pas, 29 000 candidats en plus que le nombre de candidats de l'année dernière. Ils ne le seront pas. Ils ne le seront pas parce qu'en fait, le gouvernement prévoit d'augmenter le nombre de places à l'université en BTS et en IUT de 22 000 places.
en sachant qu'il y avait déjà des problèmes et que tout le monde n'a pas pu être intégré l'année dernière. Donc il y a un déficit de place, et ce déficit, il est du coup maintenant légalisé. En fait, on ne va pas prendre ces personnes-là à la fac, soi-disant pour leur garantir une meilleure orientation, mais je ne pense pas que leur refuser l'enseignement, leur refuser juste le droit d'essayer, ce soit leur promettre un meilleur avenir. Donc on soulève le problème de l'orientation. Comment est-ce que ce serait possible d'améliorer justement l'orientation, puisque c'est là le cœur du problème, par exemple des lycées ou même avant le collège par exemple? Le problème, en fait, on le disait tout à l'heure, c'est du budget. Et donc si on veut un service d'orientation performant, il faut investir pour embaucher des conseillers d'orientation qui soient formés à ça aussi. Il ne s'agit pas simplement de dire qu'il y aura 2 professeurs principaux par classe de terminale. Il faut aussi qu'ils aient le temps pour pouvoir aider correctement les lycéens, et que ces derniers ne soient pas obligés, en fait, selon leurs moyens, de recourir à des organismes privés qui peuvent, par exemple, vous aider à rédiger votre lettre de motivation, vous aider à faire votre liste de vœux sur Parcoursup contre 500 à 700 euros, ce que tout le monde ne peut pas se payer. Et donc, en fait, l'État ne fait rien pour garantir ce service public d'orientation, mais en laisse une belle part au privé qui se jette dessus. Et pour revenir tout à l'heure sur ce que tu demandais sur la sélection, comment est-ce qu'elle pourrait éventuellement être bien faite par rapport aux grands lycées qui se plaignaient. En fait, il ne faut pas oublier aussi le fait qu'on a demandé aux facs de sélectionner des étudiants, mais donc ils ont, je sais pas, par exemple 20 000 dossiers à étudier, mais il n'y a aucun moyen qui a été mis derrière pour l'étude de ces dossiers, aussi bien en termes temporels qu'en termes de sous, quoi. Il n'y a aucun temps qui a été dégagé spécialement pour les professeurs qui devaient étudier les dossiers. Et bon, finalement, c'est juste des sélections qui sont faites rapidement par des algorithmes qui ont probablement été faits de manière sommaire et rapide. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a des mécontentements vis-à-vis de cette soi-disant sélection. Oui. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, je pense qu'on pourrait faire, que peut-être les étudiants d'informatique surtout pourraient faire, c'est justement la nouvelle manière de procéder, faire des simulations en fait. C'est-à-dire que, je sais pas, on pourrait imaginer que ça converge très lentement et que même ça converge jamais avant la rentrée, le système, de revenir tous les jours. On pourrait imaginer, je sais pas, bref, il y a des files d'attente, des choses comme ça, il y a des gens qui ont des places dans plusieurs files, et du coup, on peut voir, voilà, je pense que c'est vraiment intéressant d'étudier ça, de faire des simulations, des vraies simulations, parce que, c'est vrai que ça fait peur quand même, le système, que ça puisse qu'on puisse ne pas aboutir, quoi. Mais après, ce qui est encore plus délicat au niveau de cette histoire d'algorithme, c'est qu'en gros, chaque université peut sélectionner selon ses propres critères. Oui, ça, bien sûr, oui. Et donc, effectivement, il y a... Oui, ça, bien sûr. Ça, c'est un autre problème. Ok, je suis d'accord, en fait, c'est le principal problème aussi, mais c'est ok. En fait, du coup, là, récemment, on a beaucoup parlé du problème de l'algorithme. Il faut se demander aussi pourquoi est-ce que ce nouvel algorithme est en place alors que celui d'avant était mieux. Pour moi, il y a essentiellement 2 raisons. La première, c'est de dire, voilà, tout le monde gueulait contre APB, donc il faut faire du changement parce que c'est la modernité, c'est Startup Nation, etc. Donc du coup on met en place un nouvel algorithme qui est moins bon, mais tant pis, en même temps on ne pouvait pas spécialement faire mieux au niveau algorithmique. Et la deuxième raison en fait, c'est que grâce à ces vœux qui ne sont plus classés, ça permet quelque chose de très utile pour la communication du gouvernement, c'est de dire il n'y a plus de vœux de vrais vœux et de vœux de secours. En fait, vous avez un vœu de validé, vous avez un vœu de validé, quoi. Alors qu'avant, quand tu avais ton 11e vœu, tu pouvais dire, j'ai mon 11e vœu, c'est pas une réussite. Maintenant, à partir du moment où tu as un vœu, c'est une réussite. Donc ça permettra de masquer la sélection. En fait, on pourra dire, regardez, et on va forcément l'entendre. À la fin là, on entend déjà, les 2 tiers des lycéens ont eu au moins un vœu. Au début, c'était la moitié des lycéens a eu au moins un vœu. On va entendre ça tout l'été. Au bout d'un moment, ce sera, regardez... on nous a dit n'importe quoi, il n'y a pas de sélection, Parcoursup ça marche très bien, 90% des lycéens ont eu un vœu, mais sauf qu'un vœu, ça pouvait être, sur les 10 en fait ça pouvait être le 10e, on n'en saura rien parce qu'ils ne sont plus classés. C'est vrai qu'on a entendu une ministre, peut-être que c'est Frédérique Vidal, je ne sais pas, dire, répondre à une question. La question c'était, il y en a qui ne sont pas contents parce qu'ils ont eu un vœu mais c'est pas du tout ce qu'ils voulaient, et maintenant ils n'ont pas beaucoup de choix parce qu'ils ont un seul vœu et tout. Et la réponse c'était, mais si elle l'a mis c'est qu'elle le voulait.
à un moment. Voilà. Donc c'est vrai que ça pose question quand même, parce que si on met des vœux de secours, mais qu'à la fin on va nous dire qu'on les voulait vraiment, qu'est-ce qu'on peut répondre à ça, quoi? Et de toute façon, Frédérique Vidal est encore là à te dire que tout va très bien avec Parcoursup. Donc les lycéens sont pas d'accord avec elle, mais bon, visiblement c'est elle qui sait. Ce qui est intéressant, je trouve, avec ce type de réponse, c'est qu'on voit que tout est fait pour reposer la faute sur l'individualité de chaque candidat. On va toujours lui dire, en fait, c'est une sélection au mérite, donc si tu n'as pas de place, c'est parce que tu es mauvais. C'est parce que tu n'as pas eu la bonne stratégie. C'est parce que tu n'as pas bien rédigé ta lettre de motivation. T'as pas mis les mots qu'il fallait, t'as pas mûri ton projet. Sauf que, en fait, avoir du temps libre pour ça, avoir ses parents qui aident à faire les devoirs, rédiger les lettres de motivation, ça peut jouer. C'est pas forcément tout le monde qui a ça à la maison. Et là, en fait, l'éducation nationale, mais aussi l'enseignement supérieur ici, refuse totalement de contrer tous ces déterminismes sociaux et d'essayer de réduire les inégalités sociales. On renvoie vraiment chacun en face d'une responsabilité qui n'est pas la sienne, en lui faisant reposer la faute à chaque étape de son parcours. Il va falloir en fait demander 10 vœux, c'est déjà moins qu'APB, donc il y a des gens qui vont se censurer. Il y a des gens qui vont pas demander des vœux en dehors de leur académie, parce que quand on fait ça, il y a des quotas qui vont être installés, et donc ces quotas qui seront secrets en fait selon chaque fac, et qui vont bouger tous les ans, donc on n'aura aucun moyen de savoir combien de demandes peuvent être acceptées, on n'aura aucun moyen d'établir une stratégie, et même les stratégies qui pourraient être mises en place au niveau des vœux, tout le monde n'y a pas accès. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui vont vraiment payer 500, 700 € pour payer un conseiller qui va en fait travailler toute l'année à essayer de déceler toutes les stratégies possibles, tous les petits moyens de faire gagner quelques places. Et forcément, tous les parents vont se jeter dessus pour leurs enfants. Et ça, je trouve que c'est dramatique, parce qu'en fait on renvoie tout le monde à se battre entre eux, à se faire concurrence, et les facs vont aussi le faire en fait au niveau de la sélection, au niveau des critères qu'ils vont imposer. Il y en a qui vont mettre leur licence en tension pour avoir moins d'élèves et pour être sûr qu'ils valident plus facilement. Il y en a qui vont en fait accepter plus de monde parce qu'ils ont du mal à recruter. Et donc, en fait, toutes les facs vont se faire concurrence et ils vont pas forcément mettre leur budget dans augmenter la qualité de l'enseignement et contrer tous les déterminismes sociaux qui sont possibles. Après, en parlant de budget, il y a l'université de Lorraine qui est assez contente de la loi ORE, en tout cas sur son site, et qui revendique donc qu'il y a 35 millions d'aides supplémentaires qui ont été allouées aux universités cette année. Et ce sur les seuls 4 derniers mois de l'année 2018, et que pour leur part ils ont utilisé le budget qu'ils ont reçu, alors les nouveaux fonds, pour justement créer des places, créer des postes. Donc qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Alors t'as dit combien? C'est sur l'université de Lorraine? Non, en tout, aux universités, 35 millions. 35 millions oui, ouais. Ouais. Le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est 24 milliards. Donc 35 millions en fait... c'est rien. Ça a juste aucun sens, quoi. La promesse totale, c'est quoi? C'est 500 millions, je crois, en 5 ans qu'ils ont dit, qu'ils investiraient. Ils ont dit, voilà, c'est un plan massif d'investissement dans l'enseignement supérieur et tout. Déjà, rien que les frais de mise en place de la sélection, déjà ça coûte de l'argent, puisque il faut payer des gens pour examiner les dossiers et tout. On parlait quoi de 8 millions de dossiers qui ont été faits au total. Enfin, voilà, ça suffit à peine à financer ça, en fait. C'est très très largement inférieur à ce qu'il faudrait, rien que pour ouvrir les places qui sont nécessaires pour accueillir tout le monde. Et on parle même pas de revenir juste à des conditions décentes d'études, parce que là, actuellement, déjà, sans avoir encore les nouvelles vagues d'étudiants qui devraient arriver, en tout cas, qui risquent de pas pouvoir, on a déjà quand même à la fac des amphis bondés, un matériel qui n'est pas du tout adéquat quand il y a besoin de matériel. Par exemple, en licence d'info à Tolbiac, là, quand ils font leur TP d'info, il y en avait un qui me racontait ça, c'est incroyable. Ils sont 40 en TP d'info, ils ont 30 chaises et 10 ordinateurs. Donc c'est bien, soit tu as une chaise, soit tu as un ordinateur, au moins tu es toujours un peu content.
Voilà, si on veut arriver à des conditions décentes d'études et accueillir tout le monde, les recommandations qui sont à peu près unanimes de tous les experts, en gros, c'est il faut 1 milliard de plus par an. Donc voilà, là on parle de 500 millions sur 5 ans et 35 millions là sur la première année. Donc on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur en fait. Donc l'investissement, il se fait quoi? Il se fait sur le matériel, sur les infrastructures, sur les... Bah, y a pas mal les postes. Alors, c'est surtout sur les postes, parce qu'au niveau des places, pour l'instant, on a quelque chose. À terme, il faudra construire assez rapidement des universités aussi, mais dans l'immédiat, ce qui manque le plus, c'est des profs. Mais maintenant, forcément, ça va ensemble, quoi. Matériel, prof, enfin, poste, quoi, et infrastructure, enfin, c'est un tout. D'accord. Ce chiffre en fait d'1 milliard par an, il sort pas de nulle part. C'est en 2017, au tout début de l'année, le gouvernement de François Hollande, qui était quand même pas trop porté sur la dépense, a commandé en fait un livre blanc sur l'éducation, donc à un groupe d'experts. Forcément, quand on demande ce genre d'expertise, on le demande à des gens qui sont sympathisants de la ligne politique du gouvernement. Et donc ce livre blanc en fait préconisait d'investir 1 milliard d'euros tous les ans pendant 10 ans. En sachant que oui, Hollande n'était pas vraiment porté sur la dépense. Et maintenant, en fait, on nous promet 1 milliard d'euros ou 500 millions juste pour l'enseignement supérieur et la recherche en 5 ans. C'est rien du tout. Quand tu dis 35 millions, on fait rien avec ça. D'accord. On va peut-être rentrer dans le concret de ce qui se passe dans la mobilisation. Donc ici à ENS Cachan contre la loi Vidal, comité de mobilisation, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites pour manifester vos revendications? Bah, tout d'abord, nous, un des derniers objectifs qu'on s'est donné, c'est aussi d'informer un peu les lycéens sur comment fonctionne Parcoursup, comment ça se fait qu'il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sans vœux acceptés, parce qu'il y en a quand même énormément qui ne savent pas comment fonctionne l'algorithme, pour comment c'était avant avec l'admission post-bac. Est-ce qu'on a des données locales, c'est-à-dire sur les lycées environnants ou pas du tout? Sur les lycées de banlieue, on en a un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de lycées, dans les lycées de banlieue, il y a beaucoup plus de personnes qui se sont retrouvées sans aucun vœu, avec tous leurs vœux refusés, donc ce qui est différent d'en attente. Et donc c'est clairement une discrimination en fait par le lieu géographique du lycée, quoi. Les facs, quand elles regardent, si c'est un lycéen de banlieue, ça direct on refuse parce que le lycée est moins bon, a moins bonne réputation. Il va se passer quoi pour eux du coup? Pour eux... ils attendent de voir. Ils sont en attente. Moi je suis allé voir beaucoup de lycées dans le 9-3, là c'est encore autre chose par rapport au 9-4, quoi. Déjà il y a une belle différence donc nous, entre le on 9-4 se situe et Paris. dans le 9-4, c'est ça? Oui, c'est ça, 9-4. Ouais, nous on est dans le 9-4. Mais j'ai vu des lycées dans le 9-3 où il y avait il y a certains lycées dans le 9-3 où en tout cas à la première phase, parce qu'après il y a des trucs tous les jours, mais à la première phase il y avait il me semble qu'il y avait un lycée, je sais plus lequel, où il y avait aucun bachelier, enfin aucun lycéen qui avait eu un seul vœu d'accepter. Des lycées ou des classes? Les lycéens. Genre, le taux moyen c'est 50%, 50% des lycéens avaient aucun vœu. Là, sur tout un lycée, c'était 100%. Ah oui. Voilà, donc on a des lycées comme ça et là c'est un cas extrême, mais c'est pareil un peu partout, quoi. On a plein de lycéens qui nous disent voilà, dans ma classe il y en a 2, il y en a 3. On a même eu un dans le 9-3, donc dans des quartiers très populaires qui sont issus fortement de l'immigration. On en a un qui nous a carrément sorti moi dans ma classe il y en a 3 qui ont eu des vœux d'accepter, c'est les 3 blancs, les 3 qui ont un nom de famille à consonance française. C'est quand même super. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Donc oui. C'est quoi vous organisez des manifestations, des tractages, c'est ça? Vous allez voir les lycéens? On se lève tôt le matin pour aller tracter devant le lycée, pour ceux qui arrivent. Et ensuite, il y a quoi sur vos tracts du coup? On essaye d'expliquer rapidement donc ce qu'est la loi et pourquoi nous aussi on manifeste contre cette loi, et nos revendications qui sont généralement plus de budget. Et on les incite à venir à nos assemblées générales qu'on organise sur le campus, où donc on discute entre nous de la suite du mouvement, ce qu'on pourrait faire. Et dans nos autres actions, notamment, on organise des projections sur le campus. On en a fait une la semaine dernière, on en fait une cette semaine, où le but après, c'est d'engager des petites discussions politiques entre nous avec des gens du campus qui sont intéressés mais qui ne sont pas forcément mobilisés. C'était quoi la projection de la semaine dernière?
On a diffusé le documentaire Démocratie de DataGull. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une chaîne YouTube en fait qui expose des situations ou des thèmes avec beaucoup de données. Et donc ils ont fait un documentaire il y a un mois et on l'a projeté après, au début en plein air finalement dans le Tocqueville. Et raconte quoi ce documentaire? Alors il raconte quoi? C'est un documentaire qui expose en fait je sais pas comment dire, des formes alternatives en fait d'organisation, notamment d'organisation politique dans certains. Notamment, ils prennent l'exemple d'un maire qui décide de faire plus de démocratie participative dans son village, et aussi d'organisation du travail, avec des exemples d'usines autogérées, et qui posent des questions en fait, sur les différentes, les alternatives possibles à la démocratie qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas une démocratie. D'accord. Donc, est-ce que c'est directement lié à la loi Vidal ou alors c'est plutôt ça fait partie d'une plus grande mobilisation Après, nous, comme le reste du mouvement, on se place aussi dans une perspective de convergence des luttes, quoi. On lutte, on a commencé à lutter, et on lutte toujours essentiellement contre la loi Vidal, mais de manière générale, on est conscient qu'il y a quand même un mouvement fort à la SNCF, par exemple, qui est en cours et que globalement, voire quasi universellement, tous ceux qui sont contre la loi Vidal, tous les étudiants contre la loi Vidal sont aussi contre ce projet de réforme. Et inversement, donc forcément, il y a une logique à converger ensemble. Il y a la même chose avec beaucoup d'autres mouvements, notamment les mouvements des EHPAD, de la santé en général, les mouvements contre la loi asile et immigration aussi. En fait, tout ça forme un tout qui est celui de l'opposition à une politique globale du gouvernement, qui est une politique ultralibérale pour le... austéritaire, etc. Je cherche les mots à accumuler sur le sujet. Donc on s'oppose à un tout, on s'oppose à une logique, à une vision du monde aussi, et donc ça prend sa place là-dedans. Et donc en fait très concrètement, le prochain film qu'on projette, c'est le film Pride, et donc qui raconte l'histoire sous Thatcher de militants LGBT qui constituent une caisse de grève. Donc ils rassemblent de l'argent en fait pour soutenir les mineurs en lutte à cette époque-là. Et les mineurs en lutte contre quoi contre en fait la fermeture d'usines et la politique les mineurs, austéritaire. d'accord, les mineurs qui sont dans les mines. Les mineurs dans les mines, oui, effectivement, les ouvriers. Et donc en fait, pour lier un petit peu cette projection à la mobilisation de façon très concrète, quand on parle de convergence des luttes, ici à Cachan, en fait, on a mis en place une caisse de grève. Donc il y a une association qui s'appelle ENS en grève, qui est commune aux 4 ENS. Et l'idée, c'est que en fait, quand un professeur ou un chercheur fait grève, ou en fait un étudiant de l'ENS parce qu'il est payé, en fait, il perd une journée de salaire. C'est pas forcément possible pour les étudiants. Quand on sèche des cours, il faut les rattraper, les notes peuvent s'en ressentir. Et donc l'idée, c'est en fait de dire que quand on se mobilise, on met une partie ou tout son salaire, en disant je fais grève, sur une caisse de grève, et après on va chercher le contact avec des travailleurs en lutte. Donc ça peut être des cheminots, ça peut être des professeurs, ça peut être des travailleurs hospitaliers. À Lyon, il y a des hôpitaux qui sont en grève, et donc eux, ils donnent à des travailleurs hospitaliers. Et donc d'aller les voir pour parler de notre lutte, pour qu'ils nous parlent de la leur, et en fait qu'on comprenne, nous on en est convaincus, mais que ça fait partie effectivement d'un tout, et que cette politique du gouvernement en fait a une logique qui se retrouve en fait dans toutes les réformes qui mènent. Donc là il y a une lutte ENS Cachan, non pardon, il y a une caisse ENS Cachan, c'est ça? Il y a une caisse, en fait la caisse est commune aux 4 ENS. Oui, d'accord. Et donc... et qui sont les bénéficiaires du coup? Il y en a déjà eu? En fait l'idée c'est qu'on ne met pas pour l'instant de bénéficiaires, ouais. C'est tout le monde cotise et du coup a un pouvoir de décision sur sans minimum de cotisation, mais a un pouvoir de décision pour en fait parler. Le plus important c'est ça, c'est de dire pourquoi et à qui on va donner, pour quelles raisons, et de mettre en place une discussion politique sur ce thème-là.
D'accord. Et donc là, il y a les vacances qui arrivent. Comment est-ce que la mobilisation va se poursuivre? Les vacances, elles sont pas encore complètement arrivées. Déjà, on a encore une dernière ligne droite, notamment on a 2 semaines avant le bac. Donc, une question importante, ça va être est-ce que. Non, c'est déjà plus vraiment une question, mais comment les lycéens vont se mobiliser, vont rejoindre le mouvement, puisque là, on avait un mouvement étudiant qui était fort depuis quelques temps et on a un mouvement lycéen qui s'y joint. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup là-dessus, essayer d'aller voir les lycéens, de leur parler. Est-ce qu'ils peuvent vraiment se de la loi, mobiliser etc. alors qu'ils ont le bac dans 2 semaines? Ouais, bien sûr. Là, sur la semaine dernière, on a vu quand même une mobilisation très très forte des lycéens. On a vu, en tout cas, pour l'instant, c'était assez localisé, encore que, pas que, il y avait pas mal de belles exceptions, mais surtout sur Paris, on a eu beaucoup de lycées qui ont bloqué. Petite pensée notamment quand même pour le lycée Arago qui, mardi dernier, si je dis pas de bêtises, après donc une manifestation à Paris a envahi, les lycéens ont envahi leur lycée, ils sont immédiatement fait déloger par la police, donc on peut avoir une pensée pour eux quand même, parce que c'est 101 lycéens qui ont été mis en garde à vue, qui ont été retenus en rétention administrative, donc plus de 4 heures, 102 pardon, ouais, ce qui est illégal. 48 heures de garde à vue. Donc 48 heures de garde à vue, c'est le maximum. Il y en avait beaucoup qui étaient mineurs, leurs parents n'ont pas été prévenus, ce qui est illégal également. Et enfin, sur les motifs qui ont été donnés, il y a un motif qui est quand même complètement absurde, qui est rassemblement en vue d'une dégradation, alors qu'ils sont rentrés dans le lycée, qu'ils y sont restés un certain temps quand même, et qu'il n'y a pas eu de dégradation. Donc je vois pas trop sur la base de quoi ils affirment ça. Donc on est dans un cas typique de répression vraiment absolument dégueulasse, quoi. Mais bon, il y a pas que ça comme exemple. Il y a eu d'autres lycées qui ont bloqué. Il y en a encore. Alors aujourd'hui, je sais pas exactement, mais tous les jours sur ces 2 dernières semaines, on a eu des lycées qui ont bloqué. Et le mouvement, à mon avis, peut qu'augmenter jusqu'au bac. Et puis après, une fois que le bac est terminé, ça n'empêche pas la mobilisation des lycéens. C'est pas vrai que les lycéens partent en vacances directement après le bac. C'est pas vrai non plus pour les étudiants d'ailleurs. Les étudiants sont toujours là. Il y aura encore beaucoup de manifestations. Ils sont quand même moins présents sur les campus. Ils sont moins présents sur les campus, mais maintenant que le mouvement s'est quand même créé, qu'il y a une cohésion entre eux, qu'il y a des comités de mobilisation, qu'il y a des assemblées générales régulièrement, ils sont déjà suffisamment organisés pour continuer à se mobiliser. Et puis après, si les vacances, s'il y a une accalmie pendant les vacances, qui malheureusement est quand même possible, on peut être sûr que ça va reprendre à la rentrée. Mhm. D'accord. Moi, je voulais vous demander, comment est-ce que vous voyez le futur, en fait, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement des études de l'université? Vers quoi est-ce que se dirige le gouvernement? Où est-ce qu'il veut nous amener? Et qu'est-ce que vous proposez? Ou alors, qu'est-ce que vous voyez à faire? Ou alors, ouais. Moi, je pense que clairement, on veut nous amener vers la privatisation en fait, d'une grande partie de l'éducation. Parce que tous ces élèves qui vont être exclus du système universitaire public, au final, vont se tourner vers des écoles privées, payantes et très chères, et vont devoir peut-être même faire des emprunts à la banque. C'est déjà le cas. Pour c'est pouvoir, déjà ce qu'on entend au niveau des c'est écoles déjà le cas en privées, plus. Pour pouvoir se financer une école de commerce à 18 000 € l'année, ou 15 000, peu importe. Et bref, ça va créer peut-être finalement un système un peu à l'américaine avec toute une bulle financière autour en fait, d'un système d'emprunt pour les études qui, d'ailleurs, aux États-Unis, inquiète énormément d'experts en fait, sur quand est-ce que cette bulle va éclater. Et on est en train de reproduire, on va vers ce modèle, on tend vers ce modèle en France. Et pour moi, c'est ça le plus inquiétant finalement, c'est que on se dirige vraiment vers cette privatisation du système éducatif de l'enseignement supérieur. Et qui peut-être peut se propager d'ailleurs au secondaire plus tard, hein, on n'est pas à l'abri de tout ça. Quels sont les signes du coup de cette tendance à la privatisation? Ou alors on va vers le système américain? Déjà, donc, on peut parler un peu de l'autonomie budgétaire des universités. Je suis peut-être pas hyper calée là-dessus, mais en tout cas, elles peuvent plus gérer comme elles l'entendent qu'avant, et ça entraîne en fait la concurrence entre les universités, même entre les UFR des différentes universités. Et donc cette logique de concurrence est bénéfique, va avec la privatisation en fait. Est-ce que la concurrence, elle peut pas être justement bénéfique pour que les universités augmentent la qualité de leur formation, ou alors proposent un choix qui correspond aux étudiants? Enfin, je veux dire, oui, c'est ça. Concrètement, c'est forcément l'inverse qui se passe, parce que depuis qu'on est passé à l'autonomie des universités, du coup, c'est plus l'État qui est responsable du budget des universités, donc ça veut dire qu'il peut se permettre de pas l'augmenter
autant qu'ils le devraient, donc proportionnellement au nombre d'étudiants, quoi. C'est depuis ce moment-là, en fait, c'est depuis la loi LRU de 2000, la date exacte, je sais plus, c'est pas grave. Bon, 2000, Qui a été mis en place 3, 4, par Valérie Pécresse. c'est ça, effectivement. C'est la date qu'on donc, voulait. on fait avec ce qu'on a. Depuis la loi LRU, donc du coup, c'est plus le gouvernement qui est directement responsable du budget des universités, c'est les facs. Donc du coup, le gouvernement peut se permettre de diminuer ses budgets, et c'est à la fac de trouver des solutions, y compris dans des partenariats avec le privé. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'on a depuis une très forte ingérence en fait du privé dans l'université, ce qui n'était plus le cas avant, parce que ils deviennent des partenaires financiers, puisqu'on est obligé de trouver des partenaires financiers un peu n'importe où. Donc ça, là, c'est plutôt que la concurrence, c'est des investissements de l'État dans le financement des universités. C'est pas vraiment... finalement, c'est lié du coup. C'est lié parce qu'en fait, quand les universités cherchent de l'argent, effectivement, les entreprises qui peuvent avoir des sièges en conseil d'administration, qui depuis 2014, Vincent Payon en fait avait instauré des campus des métiers. C'est-à-dire que très concrètement, les entreprises peuvent, dans un bassin d'emploi, aller demander aux formations à côté ce dont ils ont besoin en fait. Directement, on peut, quand on habite en fait à côté de Disneyland à Marne-la-Vallée, on a aussi Manpower qui est très présent dans la région. Et donc en fait, on va avoir des formations qui vont être financées dans l'hôtellerie, dans l'intérim, et d'autres qui ne seront pas financés à côté. Et donc pour des étudiants qui viennent à côté, qui vont avoir suivi plus naturellement en fait, et plus facilement ces formations-là, vont être formés aux besoins en fait, des entreprises, mais à l'instant T. C'est-à-dire que peut-être que dans 10 ans, en fait, les entreprises vont faire d'autres commandes et vont pouvoir en fait, changer en fait, leur activité au détriment des gens qui ont été formés avant. Et donc cette concurrence, ça peut être un problème un peu partout, c'est-à-dire s'il n'y a pas de formation continue, entre guillemets, s'il n'y a pas de formation tout au long de la vie, les acquis vont moins nous servir, et du coup il faut plutôt réactualiser nos connaissances. Enfin, je veux dire, ça c'est pas forcément lié au fait que ce soit des entreprises qui forment, mais plutôt au fait que la science ou alors la connaissance évolue. Les universités vont devoir aller chercher de l'argent vers les entreprises. On a certaines facs qui peuvent se retrouver en faillite en fait en ce moment. Je pense à la fac de Limoges en particulier, mais il y en a d'autres. Pas les de Limoges. Et une petite fixette personnelle. Ça me fait un peu mal quand même. On peut comprendre. Et donc en fait, ces campus des métiers, ils vont contraindre les formations. Dans la loi ORE, il y a des éléments qui renforcent ça. Il y a en fait des amendements qui sont passés quand la loi est passée au Sénat, qui en fait votent l'adaptation des budgets des filières en fonction des débouchés professionnels. On peut se dire chouette, on va mettre les étudiants là où on est sûr qu'ils aient un travail derrière. Et en fait, c'est pas du tout ça ce qui se passe en fait. C'est qu'on veut fermer des filières qui sont pas directement utiles au marché du travail et donc au profit des entreprises. Et ça me pose un problème. Parce qu'on n'étudie pas seulement pour être au service du profit de quelqu'un, on étudie pour un peu plus que ça. On étudie pourquoi alors ? On étudie pour... non, je veux dire, il n'y a pas que au profit de quelqu'un, on peut très bien considérer on peut étudier pour acquérir un esprit critique. Oui. Ça n'échappe à personne qu'il y a beaucoup de gens qui votent dans le pays, que on peut, comme tu l'as dit, changer en fait d'emploi au cours de sa vie. Donc si les entreprises font leur marché directement à certains instants, on se retrouve en fait avec des gens qui sont utilisés comme des outils, et dès qu'ils sont plus en fait utilisables, ou que c'est plus rentable de former de nouvelles personnes, on va s'en débarrasser, on va les mettre sur le banc à côté, et puis comme il y a assez de gens qui sont disponibles, comme il va y avoir une pression à l'entrée des universités, il y a déjà une pression à l'entrée des universités, il y a aussi déjà une pression à l'entrée sur le marché du travail, et donc en fait cette concurrence là, c'est une concurrence entre tout le monde,
pour chacun sa pomme, à essayer de se débrouiller dans ce monde, et ça, on le refuse. Et donc pour revenir à ta question de départ sur ce vers quoi tend l'enseignement supérieur, je pense que du coup c'est ça le truc qui est très important à comprendre dans l'esprit de cette loi, c'est le changement de conception qu'on a du savoir en fait. L'université avant c'était un endroit où tu pouvais venir chercher les savoirs, où ils étaient en libre service quoi. T'avais envie d'avoir une culture, enfin au moins dans l'idéal quoi. T'avais envie et besoin d'avoir une culture historique, tu pouvais venir chercher une culture historique qui te servait dans tous les aspects de ta vie finalement. Mais ça c'est enfin je veux dire on peut pas tenir ce discours-là à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils cherchent un travail, ils ont besoin d'avoir un travail, ils ont besoin de vivre, oui, ils ont besoin de... Donc on peut pas leur dire oui, on va former votre esprit critique et ça va suffire après, pour trouver un travail. Après, il faut nuancer aussi en regardant qu'il y a vraiment pas tout le monde qui a le bac déjà aussi. Hein, donc, oui, c'est clair. Mais du coup, maintenant, l'université, comme les autres filières, celle dite sélective, du coup, ça va devenir une formation professionnelle où, du coup, on va prendre un nombre limité de personnes qui va correspondre plus ou moins à l'état actuel du marché du travail, et on va pas en prendre plus parce que ça coûte trop cher. Et ce que je pense, moi, personnellement, c'est que là où c'est un non-sens historique, c'est qu'on arrive à une époque où on a des défis démocratiques, des défis sociaux, des défis économiques, des défis technologiques et des défis écologiques, bien sûr, qui sont absolument immenses, et où on a besoin de toutes les compétences possibles, en fait. Dans un moment d'incertitude comme celui-là, plus il y a de monde qui va à l'université, quelle que soit la filière, mieux on se porte. Et je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que le diplôme, notamment à l'université, c'est vraiment un moyen de se protéger sur le marché du travail pour les personnes des classes populaires. Il y a un livre d'un sociologue qui s'appelle Tristan Pollaway qui s'appelle « Le diplôme, arme des plus faibles ». Et c'est particulièrement pertinent, quoi. Donc, c'est pas en évacuant toute une partie des classes populaires, parce qu'en pratique, c'est ce qui se passe. Hein, les classes supérieures, elles auront toujours accès à l'enseignement supérieur. C'est pas en évacuant une partie des classes populaires qu'on leur permettra de mieux s'insérer sur le marché du travail. On leur permettra juste de mieux s'insérer sur un marché du travail à bas salaire et de devenir... de la main-d'œuvre, finalement, bon marché pour les patrons. Ce qu'on pourrait penser aussi, c'est que c'est plutôt les personnes qui vont créer leurs propres emplois, leurs propres besoins. C'est-à-dire que le marché du travail, comme vous l'avez dit, il est amené à évoluer. Et donc, en fait, on ne peut pas se fier aux besoins du moment pour former toute une génération, alors que si on les forme suivant leurs intérêts et ce qui leur plaît, et ce qu'ils veulent faire véritablement, peut-être que c'est mieux pour eux, parce qu'après ils seront plus épanouis, ils pourront créer leur propre activité, entre guillemets, Startup Nation. C'est ça vers quoi même le gouvernement veut tendre, c'est-à-dire que chacun soit entrepreneur et entreprenant. Et ça, je pense que c'est même pas, c'est possible uniquement si on est ouvert d'esprit, et si on a donc l'ouverture d'esprit, elle peut venir donc de la culture et de l'université, ainsi de suite, et si on a une base plutôt large, mais pas justement très spécifique. Je vois ce que tu veux dire, mais en fait le gouvernement implicitement, quand il parle de Startup Nation, de disruption, etc., implicitement, de toute façon, il pense à une élite. Lui, il valorise ça. C'est des gens qui vont monter leur start-up, qui vont faire des choses sûrement très intéressantes, beaucoup d'innovation, etc. Mais il sait que ça correspond à une toute petite frange de personnes qui, la plupart du temps, sont issues déjà d'un milieu social favorisé, qui, eux, ont eu la chance de pouvoir faire des études. Moi, ce que je pense, c'est que cette petite élite, ces personnes-là ne peuvent pas suffire. Il faut que la population entière ait un maximum de cet esprit critique et de ces compétences de manière générale qui les rendent plus flexibles, qui leur permettent de s'adapter plus facilement à l'évolution du marché du travail, à l'évolution de la société de manière générale, pour que tout le monde soit vecteur d'innovation. Ouais. Donc, on retrouve quand même un terrain commun avec le gouvernement, parce que vecteur d'innovation et... Mais non, lui, il pense à une minorité et nous, on pense à la majorité. Voire à tout le monde, même. Oui. Après, dans le discours du gouvernement, il dit pas qu'il pense à la minorité. Oui, mais... C'est plutôt... Enfin, je veux dire même... Plus que le discours, il faut regarder les actes et ce qu'ils impliquent, quoi. C'est-à-dire que quand on veut en fait qu'une majorité de personnes en fait se débrouillent tout seuls pour devenir entrepreneur et réalise ses rêves, créer son activité, en fait, c'est parallèlement un désengagement de l'État et du commun vers la sécurité de l'emploi, vers une éducation pour tous,
Et en fait, on renvoie exactement comme avec Parcoursup où on institue une sélection prétendument au mérite, on renvoie chacun derrière sa responsabilité en lui disant que c'est sa faute s'il n'a pas d'emploi, parce qu'en fait il a qu'à se bouger et il a qu'à créer son activité. Sauf que derrière, en fait, il n'y a pas de moyens pour lui donner une éducation, pour lui donner les moyens de le faire. Il n'y a pas de moyens pour lui garantir un emploi et pour l'aider en fait à s'insérer dans le marché du travail, mais à le faire correctement, pas forcément avec des emplois précaires. Et cette logique-là, elle est visible avec Parcoursup, Oui. elle est visible avec le modèle universitaire où chacun va devoir aller chercher ces établissements, aller voir des établissements privés s'il n'a pas de place dans le public, aller voir en fait, le banquier qui, pour un prêt, pour avoir une place, et c'est le banquier en fait à côté qui va faire la sélection pour dire quelle formation en fait lui garantit un retour sur un investissement après ou pas. Oui. Et en fait chacun est renvoyé derrière ses responsabilités, alors qu'en fait c'est l'État qui se désengage de ses services publics. Et après, pour revenir à la sélection, par exemple, est-ce qu'on lutte contre la sélection uniquement à l'université, ou alors toutes les sélections qui surviennent, par exemple en prépa, parce que ça c'est le plus grand, enfin c'est là où il y a la plus forte sélection, quoi. C'est en tout cas les plus connus, ou alors ailleurs, parce que la sélection elle existe un peu partout, même en BTS, en DUT, enfin à moindre échelle, mais elle existe, quoi. Après, peut-être que avant de se demander si on est pour ou contre toute la sélection, il faut se demander pourquoi est-ce que les formations sélectives sont attractives. Et c'est aussi parce que c'est des formations dans lesquelles il y a plus de moyens rapportés à chaque élève qui est mis en place. Un élève de classe préparatoire coûte beaucoup plus cher à l'État qu'un élève d'université, parce qu'il y a plus de moyens qui sont alloués. Enfin, les profs de classe préparatoire, enfin, je sais pas exactement, mais bref, il y a plus de moyens qui sont alloués pour les élèves des classes prépa que pour les élèves des universités. On a cours. Enfin bon, tout le monde, vous le savez ici, quoi. On a cours en petits groupes et c'est pas du tout comme des amphis dans une fac, quoi. Donc il y a aussi tout ça derrière. Enfin, c'est à ça aussi qu'il faut penser derrière. Après, est-ce qu'on est pour ou contre tout principe de sélection ? C'est une vaste question qui... On n'est peut-être pas forcément tous d'accord là-dessus, mais après, pour moi, dans l'idée qu'il y avait en tout cas jusque-là, dans l'idéal de l'université et des différentes filières de l'enseignement supérieur, il y avait une différence fondamentale entre l'université et les autres filières dont tu parlais, donc qui sont sélectives, qui est que l'université, en gros, c'est la filière par défaut où tu vas pour avoir un savoir, enfin pas forcément par défaut, mais où tu vas juste pour avoir un savoir de manière générale qui peut te servir dans plein de métiers différents, alors que les autres filières sont plus professionnalisantes. Donc voilà, un BTS ça correspond à un certain corps de métier, un DUT aussi, même la filière classe prépa et grandes écoles derrière, ça t'amène soit à l'ingénierie, soit dans notre cas à l'enseignement supérieur et la recherche, etc. Donc c'est des filières qui sont professionnelles, elles t'apportent les savoirs que tu as à l'université, mais de manière orientée vers un certain métier. Donc à partir de ce moment-là, comme pour le coup a priori les places sont limitées dans les différents corps de métier, c'est pas forcément incohérent qu'il y ait une sélection là, mais qu'on la refuse pour l'université, qu'on veuille qu'il y ait une filière non sélective au moins. Maintenant, ça soulève quand même une autre question qui est intéressante. C'est que du coup effectivement la sélection elle existe déjà dans certaines filières et notamment la nôtre. Nous on a connu une sélection assez intense par le concours, donc c'est pas exactement la même chose que Parcoursup, mais bon c'est quand même de la sélection et faut quand même qu'on ait conscience de quelque chose, c'est que cet idéal de méritocratie républicaine, d'élitisme républicain, ou je sais pas comment on veut appeler ça, par lequel le gouvernement défend bec et ongle sa réforme, nous en tant que normaliens on est bien placé pour s'apercevoir qu'il est quand même très fortement biaisé. À l'ENS on a 2,7% d'enfants d'ouvriers, dans la population générale c'est 30%, pareil on doit avoir 5,8 Paul se bat avec son micro. On doit avoir 5,7% d'enfants d'employés, alors que ça fait encore 30% de la population. Donc voilà, on a les enfants de cadres, de professions intellectuelles supérieures, de profs aussi, beaucoup, enfin c'est dans les professions intellectuelles supérieures si on veut, mais sont très très largement surreprésentés. Donc on voit qu'il y a des biais sociologiques extrêmement importants dans toute forme de sélection en fait. Donc ça nous amène à nous poser la question de la pertinence de la sélection quand même, y compris dans nos filières, mais à plus forte raison
si on le généralise à tout l'enseignement supérieur. C'est ça, en fait, il faut voir sur quels critères cette sélection est mise en place. Et à l'ENS, on est bien placé pour voir en fait que à chaque étape de notre parcours, il y a eu des obstacles. Il a fallu en fait être au courant que les classes prépa existent. Il a fallu savoir vers lesquelles on pouvait ou non candidater avec un nombre de vœux limité. Il a fallu faire des lettres de motivation pour ça. Il a fallu être dans le bon lycée déjà pour être bien classé des jurys d'admission en prépa. Et il a fallu ensuite, après, passer des cols, des oraux qui sont très discriminants au niveau social. Il a fallu passer un concours ou pour ceux qui sont rentrés sur dossier, encore des lettres de motivation, des lettres de recommandation de professeurs. Et ensuite, on se rend compte Est-ce du qu'on peut résultat. vraiment se passer de ça, c'est-à-dire toutes ces démarches Une lettre de motivation, enfin franchement là, il y en a du coup dans certaines Oui, filières. pour sur le lycée, je suis Parcoursup. d'accord que Mais c'est peut-être un peu lycée prématuré, ou quoi. pas, Mais moi, je veux bien qu'on m'explique sur quoi ça fait une sélection autre que sur le niveau social de la personne qui l'écrit. Enfin, ça jauge pas une motivation, une lettre de motivation. Enfin, tout le monde est au courant quand même. Pour un lycéen, en plus, à plus forte raison, ça sélectionne surtout. Comme c'est la plupart du temps, c'est Non, mais pour les lycéens, Ouais, c'est vrai que c'est de la c'est un sélection, peu c'est critiqué de c'est toutes mettre une parts. barrière à Mais l'entrée, même au-delà quoi. de ça, tu vas sélectionner finalement sur le fait que la personne fait ou non des fautes d'orthographe, ce qui dépend énormément de ton milieu social. Pareil sur ta qualité d'écriture, calligraphique, quoi. Sur la capacité que tu peux avoir à faire appel à des personnes autour de toi qui sont très, Oui, bien sûr, oui. Effectivement. qui sont calés là-dessus. Et de toute façon, par définition, une lettre de motivation, tu mens. Hein, donc ça jauge tout sauf la motivation de la personne qui l'écrit. Ça n'a aucun intérêt à part la discrimination sociale. Et ta question, moi je la trouve intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on peut s'en passer des lettres de motivation? Mais pourquoi on les met en place? Tout ça, pas que les On les met en place parce qu'on a des places qui sont budgétées, parce que en fait à l'ENS on a plus de moyens qui est mis par étudiant et on pourrait très bien accueillir plus d'étudiants qui auraient le niveau en fait, mais il faut des critères. Il faut des critères et ces critères-là en fait, on les estime exactement. Enfin, c'est absolument pas objectif ni pertinent pour la suite de la formation. Une lettre de motivation, moi ça m'a jamais appris en fait plus d'écrire une lettre de motivation sur ce que je voulais faire plus tard. Ça c'est faux. Ça m'a pas non plus en fait révélé mon niveau dans la matière dans laquelle je candidate. Donc en fait, En tout cas, ça peut permettre aux personnes qui jugent votre dossier de savoir au moins votre projet, quoi, au-delà de la motivation qui peut vraiment être. Mais non, parce que tu être, mens. ouais. Je sais pas, les lycéens qui ont 10 vœux à faire sur Parcoursup, Oui, non, mais- s'ils ont 10 lettres de motivation. Non, mais même par rapport à c'est l'ENS. pareil, quoi. mais il y a peut-être ça, mais il faut en maîtriser les codes, Oui, effectivement. c'est ça en fait. Il y a des gens qui vont Oui. enjoliver leur Oui, lettre de bien motivation. Il y en a sûr. qui vont même pas avoir l'idée de ça en fait. Il y en a qui n'auront pas en fait les informations pour pouvoir mettre Est-ce que tu sais te prêter dans en jeu cette quoi. lettre. Ouais, Voilà. voilà. Est-ce qu'on sait se conformer à ce qu'on attend de nous plus tard? Effectivement, oui. Donc pour la sélection, en tout cas, c'est vrai que le débat peut être intense même, parce que on n'est pas forcément... les avis ne sont pas forcément convergents. Donc on va rappeler peut-être vos prochaines actions. Il y a une projection, c'est ça? Oui, c'est le Jeudi jeudi 31 mai. À l'ENS Cachan, du coup. Ouais, entre le bâtiment I et J, dans l'herbe, c'est projection en plein air. Le 31 mai, ce sera peut-être passé Oui, au c'est moment ce où que- on diffusera l'émission. Mais il y en aura sûrement une la semaine d'après, on communiquera la date sur notre page Facebook, Cachant contre la loi Vidal. Likez tous en masse. D'accord. J'ai entendu parler de barbecue aussi, de choses comme ça. Oui, après ça, on l'organise souvent du jour au lendemain, quand on prévoit pas très longtemps en avance, mais on fait parfois des barbecues devant le bâtiment Cournot. Et suivi ensuite de départ en manif festif et agréable. Voilà. Et il y a toujours une solution VG. Oui, nous n'oublions, bien sûr. Et voilà. Et ouais, qu'est-ce qu'on a de prévu prochainement, à part la projection? Sûrement une assemblée générale où vous êtes tous conviés, bien. Mais bon, les dates seront mises sur notre page Facebook. Il va falloir en fait qu'on Ah, et parle ENS en grève, aussi ENS en de grève. ENS en grève en fait avec l'ENS Ulm, on est en contact et donc on va faire une assemblée générale pour ça, pour voir en fait l'état des comptes et parler un peu de à qui on donne cet argent et pour quelle cause en fait on se mobilise en plus de Oui. la loi Auré.
Et bien sûr, on agit aussi plus loin autour de nous. Typiquement, là encore aujourd'hui, j'étais allé sur des lycées plus loin au niveau de Créteil et tout. Enfin, régulièrement, on tourne un peu ailleurs, notamment en ce moment pour aller parler aux lycéens. Bien sûr, on va à toutes les manifestations, etc. Et tout ça, aller en manifestation, par exemple, à chaque fois, on fait des départs communs. Donc, voilà, on fait très régulièrement des choses ensemble et c'est pas compliqué de les faire avec nous. Il suffit de nous contacter, notamment par notre page Facebook qui, je rappelle, s'appelle Cachant contre la loi Vidal. D'accord, donc merci d'être venu. Avec plaisir. Merci à toi de nous avoir invités. Oui, merci. Donc on était sur Radio Fréquence en compagnie du comité de mobilisation de l'ENS Cachan contre la loi Vidal. Donc à bientôt sur Radio Fréquence.